La faiblesse du pouvoir de Lancelot sur le chemin de la révélation. Un possible limiteur qui pourrait changer la donne pour Camelot. La réapparition de 4 parougues mal comprises. Lancelot, grotesque comme d'hab. Et le quatuor enfin réuni pour affronter le royaume du chaos. Le chapitre 206 des 4 cavaliers de l'Apocalypse était tout simplement incroyable et on doit absolument en parler. Donc yo les bros, ici Big Manga. J'espère que vous allez bien car pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la review complète du chapitre 206 des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Celui qui sourit en coin. Car oui, la révélation qu'on attendait commence à venir à petits pas. Arthur va peut-être arrêter sa série d'humiliation, sait-on jamais. Au programme, le quatuor se rendant compte d'où ils en sont face au péril. Le chaos prenant de l'ampleur et se manifestant directement face à son plus grand némésis. La possible réapparition de Kat. Arthur humilié, encore une fois de plus, mais se rendant compte d'un truc fondamental qui pourrait tout changer et plein d'autres faits incroyables à développer. Bref, ça va être intense. Alors installez-vous confortablement et on va décortiquer ensemble tous les détails qui font de ce chapitre 206 un véritable choc pour les fans. Aussi, avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, même si perso je sais que c'est déjà fait putain. Et surtout, lâchez vos avis et tout dans les commentaires. Je vous lis et essaie de tous vous répondre. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Bonne vidéo à toutes et à tous. Let's go! On démarre direct avec un choc. Les périls sont tous à terre après une seule attaque de Lancelot. Sur le coup, ça paraît monstrueux. Mais très vite, Lancelot lui-même remet les pendules à l'heure. Car en réalité, il n'a rien accompli d'extraordinaire. La véritable menace, le chaos, est toujours intacte à 100%. Il n'a reçu aucun dégât. Ce que Lancelot a fait, c'est simplement rendre inutilisables les corps qui servaient de réceptacle au chaos. Autrement dit, les périls. Et ça, c'est temporaire. Alors bien sûr, ça relativise à mon avis un peu la victoire de Lancelot au chapitre précédent. Beaucoup vont passer ça sous silence, mais perso, je vous l'avais déjà dit, sa performance aussi impressionnante soit-elle n'était pas si incroyable que ça. En fait, pour vous donner une image claire, ce qu'a fait Lancelot ressemble énormément à ce que King avait fait à Oroldan dans le royaume des fées, neutralisant ainsi son corps pour un temps sans toucher sa véritable essence ou juste le véritable danger. D'ailleurs, en parlant de Oroldan, je ne cesse de me demander comment le perso a pu quitter son combat contre le dieu de la guerre pour débarquer aider Bertholep. Non, sérieux, ce mystère reste entier pour moi. Mais bref, revenons au chapitre. On a donc cette même aura noire continuant de s'échapper des périls, la même qu'on avait vue précédemment. Et ce fait confirme ce que je vous disais la semaine surpassée. Ce n'était pas réellement du sang. Non, c'était bel et bien le chaos lui-même qui s'échappait, incapable d'utiliser les corps des périls dans leur état actuel. Oui, je ne vous disais pas de conneries. Ah non, en fait, pour me mettre un coup dans mon ego, Gaozer ouvrira sa bouche avec la phrase que je ne voulais surtout pas entendre. Franchement, il aurait mieux fait de rester coincé dans les débris. Ça m'aurait clairement arrangé. Parce que oui, Gaozer vient tranquillement débunk l'une de mes théories sur les périls. Et ça fait mal. Alors selon lui, cette espèce de glu noir qui sort des périls, ce n'est pas qu'un simple détail visuel, mais carrément ce qui contrôlait les périls, la racine même du pouvoir d'Arthur. En gros, c'est une portion du pouvoir d'Arthur, donc du chaos. Ce qui veut dire que le chaos contrôlait les périls. Et là, je prends un sacré coup bien évidemment. Moi qui défendais haut et fort que les périls avaient le contrôle de leur propre corps, et bah non, c'est bien le chaos qui tenait les rênes. Même si bon, l'argument de l'adaptabilité des périls, lui, reste assez logique. Ils n'ont pas eu de boost apparent pour moi, car le chaos était déjà en eux-mêmes avant cette modification. Le chaos a donc juste adapté leur corps pour mieux combattre. Mais ce fait amène une vraie question. Si c'est vraiment le chaos qui les dirigeait, est-ce que Lancelot peut vraiment prévoir leurs mouvements? Parce que son combat contre Arthur durant l'arc Lyonès laissait entendre que lire les actions du chaos était impossible. Donc logiquement, il ne peut pas être capable d'anticiper les mouvements des périls. Et c'est même ce fait avec les périls qui m'a fait penser qu'il y avait aussi une part de volonté des périls eux-mêmes dans l'histoire. Et puis, il y a un autre problème. Si le chaos a totalement les commandes dans leur forme évoluée, alors Diotra et Izzy deviennent complètement inutiles. Leur rôle de contradiction des souvenirs ne sert plus à rien. Mais bon, attendons de voir si c'est vraiment confirmé. Peut-être que, qui sait, je n'ai pas dit que des conneries en fin de compte. S'ils influencent toujours
toujours les périls, alors il y avait donc bel et bien encore un peu des périls dans ces êtres. Ouais, voilà, laissez-moi dans mon déni, ça m'arrange. Mais bon, je m'égare. Revenons au chapitre. On retrouve donc cette entité chaotique reliée aux 4 périls qui crache le nom de Lancelot avec une rage incroyable. Et la mise en scène est dingue. Elle se dresse face à Lancelot, le regard plein de haine, avec un seul objectif, sa mort. Parce que oui, Lancelot est devenu une vraie épine dans son pied, beaucoup trop fort pour être ignoré. Cette entité, elle prend carrément l'apparence d'Arthur et évidemment, tout le monde croit que c'est lui. Mais heureusement, Gowser est là pour clarifier. Non, ce n'est pas Arthur. Certes, c'est bien la manifestation d'une partie de sa puissance chaotique, mais ce n'était qu'une imitation de sa voix et de son apparence pour pouvoir s'adresser à Lancelot. Autrement dit, le chaos qui s'exprime actuellement n'est pas directement Arthur, mais bel et bien le chaos. Et là, je ne peux pas avancer sans évoquer le sujet qui a retourné la commu, Cat Parogue. Parce que oui, sur cette entité, il y a clairement une ressemblance avec lui. On remarque des petites taches sombres dans ses cheveux et sous ses pieds. On a même une mini représentation de Cat sous sa forme normale. Perso, ça ne m'a pas tant choqué que ça. J'étais même prêt à en parler, vite fait et passer à autre chose. Mais comme d'hab, les théories ont fusé dans tous les sens. Et là, ce qui me gêne vraiment, c'est qu'à partir de ce simple détail, beaucoup se sont précipités pour affirmer qu'Arthur est manipulé par Cat depuis le début. Et donc que toutes ces décisions cruelles viendraient directement de Cat, pas d'Arthur. Mais franchement, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Pourquoi? Bah parce qu'il existe une scène marquante qui contredit directement cette idée. Et donc après la chaotification des périls, Arthur lui-même dit à Warldan qu'il s'est débarrassé de son humanité pour accomplir son but, même s'il en reste une petite trace. Et c'est précisément ce qui lui permet de tuer sans aucun remords, même des enfants, si ça va à l'encontre de ses plans. Car les calamités de l'apocalypse sont actuellement des enfants, même s'ils ont dans 18 ans. Et donc, je vous pose la question, si Cat avait vraiment la main sur lui, pourquoi Arthur s'embêterait-il à effacer ses sentiments humains? Et puis franchement, même au niveau de leur but, il y a une certaine différence. Cat lui voulait tout simplement de la destruction de l'univers, point final. Détruire pour le plaisir de détruire. Arthur de son côté a créé Camelot, un monde qu'il cherche à préserver, tout en le créant à partir de Britannia qui se loge petit à petit dans ce royaume pour les humains. C'est pas la même chose. Il ne cherche pas à tout raser, mais à tout recréer et surtout à tout concentrer pour les humains. Alors je pose la question, si c'était vraiment Cat qui tirait les ficelles, pourquoi il s'embêterait à mettre en place un plan aussi complexe? Lui qui fait juste le chaos pur et simple, la destruction gratuite. Ça ne colle pas du tout avec le perso. Pour moi, c'est beaucoup plus logique que ce soit Arthur lui-même qui soit à l'origine de tout ça, sans manipulation extérieure. Car comme Meliodas ou un autre perso de Naruto le disait, avec le chaos, l'utilisateur peut choisir de faire le bien ou bien le mal. Et Arthur, lui, a simplement choisi le mauvais côté. N'allez pas lui chercher d'excuses, même si le chaos, bien évidemment, l'a bien soutenu sur ce projet. Et d'ailleurs, est-ce que son idéal est vraiment si mauvais que ça? Du moins, si on se place du point de vue des humains, bah, si on met de côté son obsession d'anéantir les autres races, son projet n'est pas totalement sombre. Les humains qui l'ont suivi à Camelot sont traités correctement et après l'ellipse, on voit clairement que la plupart d'entre eux sont heureux dans ce royaume. Alors oui, c'est au prix d'un énorme sacrifice pour Britannia. Mais du point de vue humain, ce n'est pas un cauchemar total. Certes, Arthur se montre totalement impitoyable envers ceux qui le trahissent ou ses ennemis. Mais au fond, son but n'est pas obscur dans le sens gratuit. C'est un idéal humain, poussé à l'extrême, et il le dit lui-même. Il a effacé ses sentiments humains parce qu'ils étaient un frein, car ses émotions l'auraient par exemple empêché de s'attaquer à Meliodas ou aux autres péchés capitaux qu'il avait jadis aidés. En gros, Arthur a observé le monde, et il en a conclu qu'une cohabitation entre les races n'était pas la meilleure voie pour les humains. Alors il a tranché dans le vif. Alors maintenant la grande question, pourquoi on voit Cat sur ce fragment chaotique d'Arthur? Bon, perso, je dirais que c'est assez simple. Cat fait désormais partie intégrante d'Arthur. Il ne peut plus vraiment aller à l'encontre d'Arthur, puisqu'Arthur l'a littéralement absorbé, récupérant au passage la portion du chaos qui avait fusionné avec Cat lorsqu'il lui avait arraché le bras. En fait, pour être encore plus clair, je dirais même que cette entité, c'est Cat lui-même. Mais un Cat sous contrôle, un Cat devenu une extension d'Arthur et qui n'a plus la moindre chance de se retourner contre le roi du chaos. Là, il prend juste l'apparence de son maître. Voilà. Arthur l'utilise en quelque sorte, quoi. D'ailleurs, ça expliquerait aussi peut-être pourquoi Gowser termine sa phrase avec ce fameux « mais », comme s'il avait
reconnu quelque chose dans la manière de parler ou autre de cette entité. Mais le vrai point à retenir ici, c'est qu'il faut arrêter de minimiser l'idéal d'Arthur en le réduisant à une simple manipulation de Kat ou autre. Non, Arthur s'est débarrassé de son humanité pour accomplir son but. Point barre. Ce Kat qu'on voit, ce n'est pas un manipulateur en coulisses. C'est Kat fusionné, amplifié par le chaos, mais définitivement soumis à Arthur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et encore merci pour vos retours sur la dernière review. Ça donne de la force pour la suite, bien évidemment. Mais allez, pas de hors-sujet, on avance. On retrouve donc cette entité face à Lancelot qui s'interroge. Est-ce par pure arrogance ou par faiblesse qu'il a choisi de faire ça? Parce que ses réceptacles, les périls, en parfaite symbiose avec elle maintenant, sont toujours là. Elle remercie même Lancelot de ne pas les avoir détruits avant de lui demander pourquoi. Était-il incapable de les tuer ou est-ce qu'il l'a fait exprès? Mais au fond, Lancelot savait bien ce qu'il faisait. En réalité, son but était clair. Il voulait attirer celui qui tirait les ficelles hors de son abri, donc bien évidemment cette portion chaotique, pour ensuite le pulvériser. Même si face aux nombreux chevaliers chaotiques qu'il a rencontrés à Camelot, il n'a pas été aussi clément, là il a montré un semblant de clémence. Aussi, avant d'aller plus loin, il faut souligner un point crucial. Les mots de cette entité chaotique sur l'état des périls montrent que des êtres normaux ou humains ayant reçu le pouvoir du chaos peuvent bel et bien être tués par d'autres. Donc oui, Lancelot aurait donc très bien pu tuer les périls sans problème, selon les mots de cette entité. Le chaos ne rend donc pas n'importe qui immortel. Ce qu'il apporte, c'est une régénération démonte, comme on l'a vu avec Bertholep et Waroldan. Kat n'était donc pas immortel, juste doté d'une régénération extrême. Pour tuer ces êtres, il faut soit une force colossale, soit une attaque d'une puissance comparable. Et même dans ce cas, tu ne détruis pas directement le chaos en eux, seulement leur enveloppe corporelle. Alors forcément, Lancelot, dont le but premier est de tuer cette entité, lui voyant devant lui, utilise direct sa route scintillante, probablement avec une force magique bien supérieure à ce qu'il avait déjà montré avant. Mais face à toute cette puissance, l'entité commence enfin à comprendre d'où provient toute cette force et lâche quelques mots qui pour moi viennent un peu nerfer Lancelot à ce stade. Oui, pour ceux qui voulaient un nerf pour le perso, vous êtes servi. Elle lui dit donc en gros qu'avec toute la puissance qu'il a à disposition, n'en libérer que cette quantité ne suffira pas pour le battre. Et hop, sous cette pression, l'épée de Lancelot se brise. Déjà, pour ceux qui trouvent cela incohérent, rappelez-vous que Nanashi avait déjà précisé qu'elle était déjà émoussée, donc c'était prévisible. Le vrai problème ici, c'est la vitesse. Franchement, donner une nouvelle arme à Lancelot pour qu'elle se fasse détruire en à peine 2 chapitres après sa réapparition, c'est un peu trop rapide, même si on peut imaginer qu'il l'a utilisé pendant son foutoir à Camelot. Pour moi, c'était juste trop rapide. Mais bon, l'auteur l'a aussi fait, probablement car il y a dubs de leur côté. Donc c'était, je pense, pour que ce dernier se fasse confectionner une nouvelle arme parfaitement adaptée à sa magie. Et donc oui, l'épée qui se brise, c'était prévisible. Le souci, c'est la manière dont ça s'est produit. C'était trop rapide. Mais bon, Nakaba fait ce qu'il veut. Maintenant, parlons d'un point assez étrange pour ce qui est du nerf de Lancelot. En fait, en lisant les mots du fragment d'Arthur, je me demande, est-ce que la puissance que Lancelot a libérée était vraiment tout ce qu'il pouvait mettre dans ce coup, ou est-ce qu'il a délibérément limité la dose? Parce que le fragment lui-même sous-entend clairement que Lancelot avait beaucoup plus de magie entre ses mains. Alors pourquoi se restreindre à ça pour au final ne pas réussir à détruire l'entité? Peut-être que c'était tout simplement la quantité maximale qu'il pouvait utiliser d'un seul coup. Je le dis car son intention était clairement de tuer cette entité avec ce coup, mais il n'a pas pu le faire à cause de la dose. Avec une dose plus grande, il aurait sans doute anéanti cette créature. Donc ma théorie, c'est que Lancelot n'arrive peut-être pas encore à exploiter pleinement ses pouvoirs démentiels. Et bien sûr, je veux vos avis là-dessus. Et donc après cela, l'entité disparaîtra en spirale, emportant avec elle ses chouchous, le corps des périls. On a aussi une autre représentation de Kat qui me conforte dans mon idée que cette entité, c'était bel et bien Kat chaotifiée, mais prenant l'apparence d'Arthur sans pour autant qu'il ne manipule Arthur dans les coulisses. Et bien sûr, après cela, Lancelot se retrouve encore une fois de plus sans arme adaptée à sa magie. Voilà pour moi pour la première grosse partie du chapitre, celle qui a vraiment fait parler. Bien sûr, il reste la fin et ça, on y arrive juste après. Et donc, on continue avec une scène émotive. Tout le monde est en larmes pour Tristan, lui disant leurs adieux. Parce que, soyons honnêtes, un être normal, et je répète normal, coupé en deux, normalement il meurt. Isolde est là à ses côtés, en pleurs, lui rappelant leurs promesses et tout. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans cette scène, c'est le visage de Chion. Sérieux, le perso est juste incroyable, avec ses expressions. Il est là pour m'abattre. Et même si avant je n'étais pas en bon terme avec le perso, là je pense que je commence à bien l'apprécier. Dites-moi ce que vous en pensez, car à part son obsession pour Tristan, c'est quand même un bon perso, même s'il est très con. Et puis, il y a Tristan, je vous jure, quand il voit Isolde arriver vers lui, pour rendre le moment encore plus poignant, il ferme délibérément
instantanément ses yeux comme s'il était mort. Mais pourtant, il entend tout. Le perso est juste fou. Sauf que comme toujours avec Lancelot, il ne pouvait pas laisser passer ça tranquillement. Il avance et colle une grosse baffe à Tristan, qui réagit presque comme si de rien n'était alors qu'il est censé être mort. Tout le monde est choqué par la cruauté de Lancelot face à un mort. Mais bon, Lancelot remet direct les pendules à l'heure. Tristan a du sang démoniaque en lui, et pas n'importe lequel, un sang démoniaque de très haute qualité. En tant que fils de Méliodas, le prince du royaume démoniaque, il bénéficie lui aussi du recollage démoniaque. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais perso je considérerais toujours cela comme du recollage et non de la régénération. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que Tristan lui-même semblait complètement ignorer ce détail, mais le fait avec une facilité incroyable. Je pense que c'était un assez gros gag de Nakaba, car lorsqu'il a été percé par Xion, il s'est régénéré sans problème. Là, on n'a pas parlé de mort et tout. Et bien sûr, ce simple fait avec Tristan n'a fait qu'alimenter les haters de ce dernier. Mais honnêtement, vu comment ce dernier est, c'est assez normal qu'il ne le sache pas. Réfléchissez un peu. Pensez-vous qu'il a été entraîné par Méliodas ou quelqu'un d'autre pour maîtriser ou avoir des connaissances assez bonnes dans l'ensemble de cet aspect de ses pouvoirs? Perso, je ne pense pas. Lui qui a passé toute son enfance à refouler son côté démoniaque, pensez-vous vraiment qu'il connaisse tout de lui-même? Perso, je ne crois pas. À ce stade, je pense que Tristan sait juste que les démons sont puissants et que quand il utilise ce pouvoir, il peut perdre le contrôle. Point final. Le reste, il s'en fiche complètement alors qu'il ne le devrait pas. Et puis, j'ai aussi lu des gens dire qu'il pouvait se régénérer avec son pouvoir angélique ou divin. Là, je vais pas argumenter trop longtemps. Donnez-moi juste en commentaire un chapitre à lire où on voit une déesse se régénérer à partir d'une partie de son corps ou bien se recoller des membres et on en reparlera. Pour moi, c'est donc totalement cohérent que Tristan ignore tout ça. Il a tellement refoulé ce côté de lui, voulant vivre comme un humain normal alors qu'il ne l'est pas. Il lui faudrait vraiment un bon entraînement là-dessus. Idéalement avec Maël, vu que lui aussi a déjà affronté le même problème. Sait-on jamais. Et donc, nos héros continuent d'aider les autres sur le champ de bataille avec un petit compte rendu de la situation. Les seuls survivants sont ceux que Donnie et Hauser avaient sauvés. Ceux qui étaient bien évidemment sur la partie découpée du dôme par Bertholep. Tous ceux qui étaient restés sur l'autre partie avec le Quatuor ont tous péri. Et pour Percy, c'est insoutenable. Pas d'excuse ici. C'est entièrement de leur faute. S'il n'était jamais venu à Anfuin, rien de tout ça ne serait arrivé. Certes, ces derniers seraient restés prisonniers, mais au moins, ils ne seraient pas morts. Lancelot, pour un peu lui remonter le moral, lui fera comprendre que ces morts ne sont pas de leur faute. C'est le chaos et les périls qui en sont responsables. Mais pour Percy, si au moins ils avaient pu tuer un péril, alors ces morts auraient eu du sens. Mais là, ils n'ont rien fait à part se faire poutrer par ces derniers. Et en plus, ils ont même permis à ces derniers d'évoluer, avec à la fin les périls se repliant sans encombre. Bien évidemment, ce fait nous montre que la mentalité de Percy a nettement changé. Là, son but, c'est plus juste de sauver tout le monde, mais bel et bien de protéger à tout prix ses compagnons et son entourage à n'importe quel prix. Ouais, l'apparition de Varghese n'aura donc pas trop servi. Après avoir accompli le souhait de son grand-père, le Dark Percy est revenu. Mais bon, Percy a-t-il vraiment tort dans ses propos? Perso, je ne pense pas. Il a même raison dans un sens. Mais bon, il n'y a pas que du mauvais, car du côté des bonnes choses, ils ont maintenant une nette idée de leur niveau de puissance face au péril. Ils ont aussi retrouvé Tristan et lui ont permis de récupérer sa mémoire. Et grâce à ça, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont enfin réunis de nouveau. Donc au final, cette bataille n'a pas été totalement vaine et c'est mort aussi. Bien sûr, la bataille ne fait que commencer. Et pour pouvoir résister dans le futur, ils devront probablement passer par un arc d'entraînement intensif, surtout Tristan. Parce que, sérieusement, à ce stade, je pense que l'auteur le déteste. Nakaba déteste Tristan. Quel genre de Néphilim est-ce donc? Perso, je garde espoir pour lui, même si ce n'est pas du tout facile. Et puis, Lancelot redonne le sourire à ses compagnons, malgré cette défaite cuisante. Mais à peine le soulagement est là que Goliath apparaît. Le mythe de David n'a donc pas réussi à mettre à terre cette créature. Mais heureusement, Balin arrive et le tranche en deux pour en finir. Hauser, lui, continue de sucer Balin, comme d'abord. Mais bon, toute la gloire revient bien évidemment à Gareth, qui a retiré la majorité des âmes vengeresses présentes dans ce golem avant que Balin ne vienne tout trancher. Et du coup, après ça, la théorie sur Diodra absorbant ses âmes pour se renforcer s'envole aussi, même si perso je n'y croyais déjà pas trop. Donc bon, on s'en fout un peu. Et donc après ça, les troupes des cavaliers s'agrandissent avec le serviteur de Gawain et aussi l'ami de Percy. Mais juste derrière, on voit aussi Diodra et Izzy. Concernant ces derniers, je me demande vraiment ce que l'auteur leur réserve. Parce que, soyons honnêtes, c'est littéralement à cause d'eux que le Quatuor a perdu comme ça. S'il ne s'était jamais montré en haut du dôme, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. En fait, la seule personne qui devrait leur remercier, c'est Lancelot. Ils ont parfaitement préparé le terrain pour son apparition façon Goat. Mais concernant Diodra, je compte peaufiner un peu plus ma vidéo sur lui, parce que j'ai encore de l'espoir pour ce perso en tant que méchant. Je ne le vois pas du tout basculer du côté des gentils éternellement. La vidéo de mon déni sur le perso sortira probablement
ce mois-ci, peut-être vers la fin. Pour Izzy, bah elle peut bien crever. Mais bon, actuellement, les deux vont probablement rejoindre le Quatuor et compagnie dans leur voyage. Diodra n'a littéralement plus de maison, donc bon, le choix est vite fait. Voilà donc pour moi la première partie du chapitre et donc de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Bien sûr, n'oubliez pas de le montrer à travers votre soutien, ça fait toujours plaisir. Perso, il m'a vraiment plu. J'ai trouvé la salutation d'Arthur super stylée, même si évidemment, il s'est fait poutrer par la suite. C'était logique qu'ils viennent saluer le Quatuor après leur reformation, car la prophétie semble enfin revenue sur les rails. Et étant donné que cette manifestation d'Arthur ne détient qu'une fraction de sa puissance réelle, cette défaite n'altère en rien son image. Le fait qu'il ait fallu une puissance énorme pour vaincre ce fragment montre l'écart colossal entre Arthur et les périls. Et peut-être même qu'à la différence des périls, Arthur lui est véritablement immortel, vu que son corps semble être le chaos littéralement, sait-on jamais. Et donc après ça, on se retrouve directement dans le château d'Arthur où étrangement, on voit un Arthur saignant et souffrant de douleurs intenses. On découvre aussi un tout nouveau chevalier chaotique. Mais bon, honnêtement, il ne sera sûrement pas très important vu qu'on a déjà les 4 périls. Mais je pense qu'il a pris la place qu'avait Mortlash aux côtés d'Arthur. Donc peut-être juste un co-commentateur des événements, sait-on jamais. Mais il ne sera certainement pas important. Et dans son agonie, Arthur souligne un point essentiel. La puissance de Lancelot n'est pas du bluff. Il ajoute même de manière sèche que Lancelot pourrait même avoir un niveau supérieur aux Deadly Sins eux-mêmes. Mais attention, il ne dit pas que Lancelot les surpasse vraiment. Il ne fait que le supposer après avoir ressenti ce coup. Donc ce n'est pas une affirmation à prendre en compte à 100%, même si je pense que c'est la direction que veut prendre l'auteur avec les cavaliers de l'Apocalypse. Et en fin de chapitre, on a un dialogue qui en fait semble avoir même supprimé de mon avis la capacité de réflexion de la commune sur le manga. Arthur dit qu'il a bien fait de prendre de plein fouet le coup de Lancelot, car grâce à cela, il a maintenant une petite idée du secret entourant cette puissance colossale. Et après avoir lu ces mots, je me suis demandé pourquoi la commune commence-t-elle à parler d'un nerf possible pour Lancelot. Car comme je l'ai dit dans la dernière vidéo sur le perso que je vous invite à aller voir, si ses pouvoirs sont réellement liés à la Dame du Lac, comment Arthur pourrait même les lui retirer ou les couper? Et surtout, qu'est-ce que Lancelot extirpe réellement du lac? Qu'est-ce qui lui appartient vraiment et qu'est-ce qui reste au lac? C'est ça la vraie question à se poser avant de commencer à discuter de nerfs ou de limitations. En fait, d'après ce que laisse entendre Arthur, ou du moins son fragment chaotique en prenant ce coup de Lancelot, la puissance de Lancelot viendrait actuellement directement de lui-même. Et quand je dis de lui-même, je ne veux pas dire qu'il a éveillé seul. Dans cette optique, au lieu de simplement penser que Lancelot serait connecté au lac, peut-être qu'il a tout simplement bénéficié de la magie du lac en lui. Tout comme Arthur a été choisi par le chaos, Lancelot a peut-être été choisi par la Dame du Lac pour être le prince du lac. Ce qui voudrait dire que même si Arthur se rendait au lac ou tentait d'évincer la Dame du Lac, rien ne changerait pour Lancelot. Lancelot lui-même ne semble même pas s'en préoccuper. Donc je pense pas qu'Arthur puisse réellement le faire. En plus, toutes les capacités démentielles de Lancelot semblent quasiment être liées au lac, y compris même sa magie elle-même. Donc si jamais cette connexion se rompait, ou que l'auteur voulait lui nerfer de cette façon, théoriquement, il devrait perdre sa magie et ses techniques juste démentielles. Mais soyons réalistes, ce serait un trop gros nerf pour le perso, donc c'est très improbable. Pour mieux comprendre ce point, il faut comprendre un fait fondamental. La Dame du Lac n'est pas un fragment du chaos. Arthur ne peut donc pas influencer ses actions. C'est une création à part entière du chaos originel. Au même titre que les divinités, ce n'est pas parce que Arthur dit quelque chose qu'elle doit obéir. Elle ne lui sert pas du tout. On ne sait même pas pourquoi elle a choisi Lancelot comme héritier des pouvoirs du lac. Et franchement, avec ce qu'il se passe autour d'Arthur, j'espère au moins qu'on aura bientôt plus de bails concernant ce choix mystérieux de la Dame du Lac. Aussi, plutôt que de parler de nerfs ou autre, je pense qu'Arthur pourrait chercher un moyen de contrer le pouvoir de Lancelot. Maintenant qu'il connaît un peu le secret derrière ses capacités, il pourrait théoriquement trouver une faille à exploiter. Il pourrait même aller demander des comptes à la Dame du Lac pour qu'elle lui révèle un point faible évident de Lancelot qu'il pourrait ensuite exploiter. Parce que soyons honnêtes, le plus gros problème de Lancelot actuellement, c'est qu'il n'a aucun point faible actuellement. Escanor par exemple avait sa limite naturelle. Son pouvoir ne fonctionnait qu'en journée, culminant à midi et déclinant ensuite. Lancelot lui, c'est comme s'il était en forme unique en permanence, ce qui pose bien évidemment problème. Donc plutôt que de le nerf sans raison, Arthur pourrait apprendre à connaître ses pouvoirs grâce à la principale concernée. Et pourquoi pas faire en sorte qu'au moins un péril représente un véritable défi pour lui. Pour moi, ce fait avec Arthur pourrait servir à introduire un limiteur naturel pour Lancelot à l'image d'Escanor. Même si sa puissance était écrasante au départ, tout s'était équilibré avec l'introduction de sa limite. Je me demande donc ce que l'auteur pourrait introduire pour Lancelot. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus, ça m'intéresse de zinzin. Concernant le fait qu'Arthur semble avoir été touché par Lancelot alors qu'il n'était pas sur le champ de bataille, je pense qu'il faut maintenant considérer tous les fragments du chaos comme des parties intégrantes
crainte d'Arthur lui-même. Même lorsqu'on détruit ses sceptres, il semble en être conscient. Mais comme ce ne sont que des fragments mineurs de son pouvoir, ça ne lui fait rien. Mais là, on parle d'un fragment plus important, touché mais pas détruit. Donc oui, Arthur a très bien senti le coup passer. Ce phénomène ne se produit probablement que si le chaos qu'il distribue est hors de ses hôtes. Dans les périls par exemple, ils ne ressentaient pas leur coup. Mais bon, cela suggère donc que les fragments chaotiques semblent directement connectés à Arthur lui-même, du moins lorsqu'ils sont hors de leurs hôtes. Mais bon, c'était un peu prévisible vu qu'il a littéralement transmis ces fragments au péril à travers le chaos qui sortait de son corps. Enfin, ce passage où Arthur découvre le secret derrière la puissance de Lancelot ouvre une piste, un possible retour de Jericho sur le devant de la scène, car elle sait probablement ce qu'il s'est passé pour que Lancelot change autant. Cela pourrait même emmener des révélations sur les limites de Lancelot, que ce soit via la Dame du Lac ou même Jericho elle-même. C'est en jamais. Aussi, le fait que Balin et Gareth rejoignent officiellement Percy et les autres me fait vraiment me poser des questions sur bord. Dans les légendes, il a une renommée similaire à ces deux-là, donc peut-être que Nakaba va lui faire atteindre un niveau équivalent, c'est en jamais. Même si jusqu'à présent je me demande toujours pourquoi il a été inclus dans cet arc. Était-ce juste pour nous offrir cette prestation? C'est en jamais. Et enfin, Percy lui semble avoir guéri ou recollé son bras sans problème. Je me demande toujours comment il a fait. Et donc le prochain chapitre s'intitule Retour à la maison. Bien sûr, on pourrait penser qu'il parle d'un retour à Lyonesse, mais j'ai de sérieux doutes là-dessus. Car on a aussi Diodra dans le coin. Un Diodra qui ne pouvait normalement pas mettre les pieds hors de Camelot avant. Mais bon, peut-être que sa magie, combinée à celle de Rhothès, lui a permis de surmonter ce mal. Surtout que c'était à cause d'un empoisonnement et que les miasmes du purgatoire sont bien plus dangereux que ceux du roi démon. Et donc grâce à la résistance offerte par la magie de Diodra, il a peut-être réussi à surpasser ce conditionnement. C'est en jamais. Et comme d'hab, je veux vraiment connaître vos avis là-dessus. Pour le référencement bien évidemment. Même si bon, globalement, le chapitre 206 des 4 cavaliers de l'Apocalypse sert vraiment de mise au point. Le Quatuor a désormais une idée claire de leur niveau face aux 4 périls et à la puissance chaotique qui les manipule. Le chaos lui commence à prendre de l'ampleur et adopte même l'apparence de son hôte pour interagir avec sa plus grande épine, Lancelot. Et lorsqu'elle se fait foudroyer sans hésitation, cela montre certes la puissance écrasante de Lancelot aux yeux d'Arthur. Mais paradoxalement, cette démonstration ouvre aussi une lueur d'espoir pour Arthur. Il pourrait enfin trouver un moyen de s'opposer réellement à Lancelot sans être humilié une nouvelle fois. Les 4 cavaliers n'ont plus qu'à bien se tenir, car le roi du chaos est pleinement présent et prêt à peser sur le champ de bataille. Ce chapitre confirme que la confrontation n'en est qu'à ses prémices, que les enjeux sont encore plus élevés, avec un futur arc druidique pour le Quatuor, un possible l'émetteur du pouvoir de Lancelot. C'est en jamais. Voilà les bros, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous la faire. Pour le soutien, vous connaissez comme d'hab, explosez les likes, les partages, les abonnements et tout. Je compte sur vous. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Portez-vous très bien jusqu'à la prochaine vidéo et surtout, bonne continuation à toutes et à tous. Peace.